Eh bien, bonjour, vous êtes toujours à l'Institut des Libertés et nous avons pensé, avec mes deux amis Xavier et Hervé, qu'il était temps de refaire un petit tour de piste, vous savez, de ce qu'on fait de temps en temps pour essayer de décrypter à trois ce qui se passe dans le monde. Alors, la façon dont ça va se passer, c'est que je vais faire une petite introduction qui sera très brève, et mon introduction est assez simple. C'est que depuis un certain temps, nous disons que la globalisation, c'est fini. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord, sauf sans doute Jacques Attali, mais enfin, ça, il faut pas rêver, quoi. Faudra qu'il s'y fasse. Faudra qu'il s'y fasse, le pauvre garçon, mais c'est pas la première fois qu'il se trompe, donc il doit avoir l'habitude. Et la globalisation, c'est fini, et dans le fond, il semble que les États-Unis sont à la recherche de leur modèle dans le futur. C'est-à-dire que, moi, mon hypothèse, c'est qu'ils allaient essayer de devenir une espèce de forteresse américaine, vous savez, qui est protégée par les deux océans. Et puis que, ensuite, le reste du monde devait un peu se dépatouiller tout seul. C'est très bien, c'est possible, parce que c'était un peu le projet de Trump, mais en même temps, vous ne pouvez pas faire ça, et en même temps, aller taper sur tout le monde en les engueulant, parce qu'ils n'apportent pas, ou ils exportent pas, ou n'importe quoi. Donc, il me semble qu'il y a une contradiction aujourd'hui dans les États-Unis, où vous êtes le chef et vous donnez les ordres, ou vous n'êtes plus le chef, et à ce moment-là, vous discutez, mais vous ne pouvez pas donner des ordres si vous n'êtes plus le chef. Vous voyez ce que je veux dire? Il me semble qu'il y a une contradiction, et que c'est ça qui met les gens mal à l'aise partout. Alors j'ai été dans une conférence à Prague récemment, où on parlait de tout ça, et je me suis rendu compte, c'était surtout, mettons, des hommes du Parlement européen, mettons, dont Hervé a été un membre éminent pendant 5 ans. 5 ans. Vous avez bien du courage de tenir 5 ans. Et je me suis rendu compte que pour les Européens, la diplomatie, ça consistait à peu de choses près à savoir comment discuter avec les États-Unis. Le reste du monde n'existe pas. Alors j'étais complètement stupéfait parce que je leur ai dit, mais il me semble qu'il se passe ailleurs. Donc je vous demanderais peut-être de nous expliquer pourquoi il y a ce tropisme européen qui semble penser que il n'y a que les États-Unis qui comptent, ce qui est stupéfiant. Et puis comme je pense que le reste du monde, avec notre ami Xavier ici à gauche, Xavier Offert, que vous connaissez tous aussi, lui il s'occupe de l'ouverture des grands corridors, etc., dont on a beaucoup parlé aussi. Vous nous expliquerez pourquoi il faudrait peut-être parler d'autre chose que des États-Unis, vous voyez ce que je veux dire. Et puis moi, j'arbitrerai entre les deux, de temps en temps je donnerai mon avis. Sans doute vous trouverez que je parle trop, mais c'est pas grave. Donc Hervé, je vais commencer à vous. Pourquoi cette espèce de tropisme européen maladif vis-à-vis des États-Unis ? D'abord, un certain nombre de données révélées par le Dodge sous l'autorité d'Elon Musk montrent à quel point et les médias et les institutions, je pense notamment à la Commission européenne, opérant dans les différents pays européens, ont été sous contrôle et sous influence absolument déterminante de l'argent américain. L'argent américain a financé les médias. J'aimerais bien savoir, par exemple, ils ont donné beaucoup d'argent aux US et Heidi a donné beaucoup d'argent à certains journaux américains bien choisis. Est-ce qu'on pourrait avoir la liste des journaux européens bien choisis qui auraient reçu des... Alors, ce qui est sorti, c'est Politico. Politico, oui, qui est un peu le journal para-officiel du Parlement européen et des institutions européennes. Politico a bénéficié de milliers d'abonnements payés par les États-Unis, ce qui permettait probablement d'avoir un biais favorable aux intérêts américains. Ce qui est très curieux, c'est qu'on a vu apparaître sur certains sites américains le fait que l'argent du USAID avait notamment également inondé certains titres de la presse française et ça a à peu près totalement disparu. Alors je suggère aux internautes habiles d'aller chercher ce qui établirait en effet que notamment les activités de fact-checking en France ont été largement financées par des fonds américains. Pour prendre un peu de recul, je pense que l'on a beaucoup oublié à quel point les institutions européennes ont été sous influence américaine par de multiples biais. Les ONG, les fondations, les think tanks sont régulièrement sollicités par la Commission européenne, par les fonctionnaires de la Commission européenne, et en fait, beaucoup des textes de la Commission étaient écrits par dictée européenne. On était un peu dans la situation des conseils des ministres de la 4e République qui se tenaient sous étroit contrôle de l'ambassade américaine. L'Union européenne a été sous commandement américain, pas seulement par l'OTAN, mais aussi pour beaucoup de sujets qui ont déterminé la vie des Européens.
Quand Ursula von der Leyen dit « l'Ouest tel que nous avons connu est fini », c'est tout simplement que l'Union européenne est en train de se sentir orpheline. D'où cette espèce d'obsession qui fait qu'au sein de l'Union européenne et des institutions européennes, aujourd'hui, la majorité des discussions portent sur la politique de Trump, ce qu'il faut en attendre, ce qui est prévisible, ce que l'Europe peut négocier, etc. Il y a une sorte d'obsession américaine totalement justifiée par l'histoire, qui fait qu'en réalité, l'Union européenne était très largement sous le contrôle des institutions américaines et, je ne dirais plus particulièrement, des réseaux démocrates. Ça nous rend singulièrement aveugles au reste du monde. Je n'abuserai pas des chiffres, mais dans le combat commercial qui s'est engagé, je pense qu'il faut bien mesurer que le commerce extérieur de la Chine, c'est 1 600 milliards de dollars, en gros avec le Sud global et avec les BRICS. Avec les États-Unis, le Japon et l'Union européenne, c'est seulement 1 300 milliards de dollars. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que la guerre commerciale engagée par les États-Unis, elle ne concerne qu'une partie du commerce extérieur de la Chine, qui est en train de développer ses relations avec le Sud global de manière accélérée. On a vu le président Xi Jinping rendre visite au Vietnam et on voit les institutions chinoises développer leur influence et leurs contrats commerciaux, notamment avec l'Afrique et notamment avec l'Asie du Sud-Est. Je participe la semaine prochaine à un sommet avec quelques Européens, mais surtout des institutions chinoises et le nouveau gouvernement du Sénégal. Il est très clair que la Chine est en train de faire de l'Afrique une de ses bases capitales pour le commerce avec le reste du monde. Ça, probablement, est-ce que c'est en train de renverser la table du commerce international ? Peut-être est-ce que ça pose la question, non pas de la déglobalisation ou de la démondialisation, mais d'une globalisation à la chinoise. Globalisation à la chinoise qui pourrait très bien attirer dans son orbite d'autres grands pays, c'est probablement le cas de la Russie, ça pourrait bien être aussi le cas de l'Inde. Et dans ce cas, ceux qui se retrouvent tout seuls, orphelins et sans beaucoup de voix au chapitre, c'est l'Union européenne et ce sont des pays comme la France dont il faut bien considérer qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement loin de toutes les négociations internationales qui comptent. Merci beaucoup. Donc, ce que vous nous avez dit en quelques mots, c'est que bon, vous savez, j'ai montré cette carte aussi à certains des auditeurs ici, qui est la carte de Valérie Pietri. Vous savez, Valérie Pietri, qui est cette espèce de carte qui est centrée sur Hong Kong, un rayon de 3000 km, et là-dedans vit plus de la moitié de la population mondiale, et à peu près 70% de la croissance depuis une dizaine d'années. Et on se rend bien compte que cette zone avait besoin de matières premières et que maintenant elle les a grâce aux couloirs ouverts par la Russie, les couloirs terrestres qui descendent de la Russie vers l'Inde. Et donc on se dit, cette zone est maintenant presque autosuffisante énergétiquement, avec en particulier le Moyen-Orient. Et donc vous vous retrouvez dans un monde où on est en train d'établir que le centre du monde, ça va devenir, mettons, aller Hong Kong, au centre de ces trucs, et que toutes les voies, quand il y a un empire qui se crée, tous les chemins mènent à Rome. Donc, vous allez nous parler des chemins qui mènent à Rome, parce que ça veut dire que quelque part, on est en train de changer le centre de l'empire. Enfin, je ne sais pas s'il y aura un empire, mais le centre ancien ne correspond plus à la réalité économique d'aujourd'hui. Le centre ancien ne correspond plus à la réalité géopolitique d'aujourd'hui. C'est une certitude. Et ce qu'on voit à l'heure actuelle, ce qu'a décrit Hervé, et ce que vous avez décrit vous-même, c'est de la part des élites résiduelles de l'Union européenne et de la France, parce que M. Macron est exactement dans le même cas, c'est une désintoxication effroyablement difficile du fric et de l'influence américaine. Ils sont perdus, ils ne savent littéralement plus quoi penser. Parce qu'auparavant, c'était des domestiques, c'était des sortes de... Ils obéissaient. Voilà, ils obéissaient, mais c'est rassurant d'obéir. Après tout, on n'est pas obligé de penser. Voilà. Et là, à l'heure actuelle, ils se trouvent face à un gouffre et ce gouffre les épouvante. Alors, 2 conséquences à ça. D'abord, chaque fois qu'ils le peuvent, ils sont très méchants avec ceux qui ne pensent pas comme eux, quand ils en ont encore le pouvoir, mais bien entendu ce pouvoir est résiduel. Et deuxièmement, chaque fois qu'ils s'isolent encore un peu plus en n'écoutant pas, en ayant les poings sur les yeux comme ça, pour surtout pas voir ce qui est en train de se passer, ils se fragilisent encore à chaque fois un peu plus. Quant à la réflexion du départ, à savoir ce que cherchent les États-Unis,
j'ai lu, je me souviens plus où, mais reste dans la presse comme ça, à la volée, quelque chose qui m'a semblé très intelligent, c'est que Trump était dans la même catégorie que Kemal Atatürk et que Gorbatchev, à savoir ceux qui veulent extraire une nation d'un empire. Qui est devenu fragile ou pas possible. Ingérable. Rendez-vous compte, l'Empire ottoman, à un moment donné, ça allait de l'océan Atlantique au-delà de l'Algérie jusqu'à Mindanao, quoi. Alors comment voulez-vous diriger un bidule pareil? Ça leur a laissé une diplomatie d'une grande qualité, ça leur a laissé des grands opérateurs à l'international. Il y a qu'à voir comment la reconstitution de l'Empire ottoman au Moyen-Orient s'est faite sans coup férir entre novembre 2024 et février 2025, de façon extraordinaire. On pourra y revenir aussi, parce que ça a naturellement des conséquences en matière de guerre, de guérilla, de guerre civile, de trafic en tout genre, etc. Mais ça s'est fait de manière, disons, assez optimale et efficace. Et il fallait que ça se fasse vite, parce que une partie de la force de Donald Trump, c'est son imprévisibilité. Oui, on ne sait jamais quel coup il va vous préparer. Et donc, c'est sans doute ça qui le sauve. Voilà, c'est que là, c'est vraiment imprévisible. Et donc, vous avez à l'époque Erdogan qui a réussi à convaincre un certain nombre de gens autour de lui en disant vite, il faut qu'on mette tout ça en ordre avant qu'il arrive, parce que une fois qu'il sera là, donc il fallait que tout ça soit terminé avant le 21 janvier, et ça s'est passé absolument admirablement. Netanyahou a eu ce qu'il voulait, à savoir le plateau du Golan entier, et maintenant les blindés israéliens sont à 20 km de Damas quand même. Donc il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire de pouvoir regarder son pays dans les yeux en disant on peut plus vous bombarder depuis le nord, là voilà, il a récupéré un espace vital, un espace de respiration. Les Russes, contrairement à ce que nous disaient tous les petits caniches de l'OTAN, ont conservé leur base et en ont simplement retiré l'armement lourd parce que il y avait plus la guerre, c'est fini, qu'est-ce que vous voulez garder? Donc ils ont transféré ça en Afrique où ils ont un terrain de jeu, en Libye et au Soudan beaucoup plus vaste et beaucoup plus, à mon avis, prometteur pour l'avenir. Erdogan a récupéré tout l'Empire ottoman utile, c'est-à-dire ce qui va de la frontière turque jusqu'à Damas, et a installé au pouvoir ces harkis. À savoir que je connais des gens en Turquie, je leur parle, ils ont dit ils sont merveilleux, le Joulani, la Al-Shara et consorts, ils parlent le turc aussi bien que l'arabe, on les a formés pendant 10 ans dans nos meilleures universités, et tout ça nous appartient. Donc il y a une reconfiguration du monde, et la reconfiguration du monde, sa caractéristique essentielle, c'est que chez nous, les dirigeants chez nous, la France, l'Union européenne, n'en voient rien, et ils sont pathétiquement dans le dolorisme de c'était mieux avant, ou alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant, et naturellement ça ne les aide pas à concevoir les choses. J'ajouterais, parce qu'on n'a pas souvent de bonnes nouvelles, surtout les gens qui font de la géopolitique et de la criminologie, que entre l'Iran et les États-Unis, les risques d'une déflagration ont considérablement diminué depuis quelques jours. J'entends dire, et ici j'aurais un peu de mal à citer mes sources, mais elles sont extrêmement réelles et concrètes, que quand l'émissaire du président Trump a rencontré Poutine, et ça s'est fait dans la plus extrême des rapidités parce qu'il fallait débrancher un risque, donc à Saint-Pétersbourg, parce que Saint-Pétersbourg, au lieu de faire la réunion à Moscou, ça fait gagner 6 heures de vol aller-retour. Pour une situation un peu délicate, ça vaut la peine de gagner du temps. Et c'était justement ça, c'était désamorcer une possible crise iranienne. Et les choses en sont à ce point. Vous savez que les Américains, nos amis américains, sont des gens concrets et matériels, donc il faut des chiffres, il faut des nombres, il faut des choses palpables et calculables. C'est pas la peine d'essayer de faire de la métaphysique avec eux. Et ce qui se passe, c'est qu'il y aurait, pour essayer d'apaiser le problème du nucléaire iranien, qui en réalité est à l'origine de tous les tracas, des constructions communes sur le sol iranien, russo-américaines. Alors c'est hallucinant, quoi. Souvenez-vous d'il y a encore même pas un an, quoi. Donc voilà, à l'heure actuelle, beaucoup de choses sont en train de changer. Un monde nouveau apparaît. De mon point de vue, c'est un
un désaccord kilométrique, c'est pas un désaccord, théorique. Hein. Le nouveau centre du monde pour la décennie à venir, c'est pas Hong Kong, c'est Mascate, c'est le sultanat d'Oman. Parce que c'est là où se fait la diplomatie discrète, c'est là où les Américains discutent avec les Iraniens, etc. C'est là que ça se passe. Et donc, voilà où on en est. Et caractéristique commune, nous avons une Assemblée nationale en France qui s'intéresse pas vraiment à tout ça. Quand on essaye de leur en parler, oui, mais qu'est-ce que va faire Darmanin ou machin la semaine prochaine? Et les retraites. Et voilà. Les retraites, c'est très important. S'il y a un accord entre l'Iran et les États-Unis, ça explique peut-être la baisse des prix du pétrole que nous avons eue, alors, à ce moment-là. Voilà. C'est pas impossible, je veux dire, parce que quand vous voyez les capacités gazières de l'Iran en particulier, puisque à côté du Qatar, là, il y a... c'est les mêmes champs. C'est les mêmes champs, sauf qu'ils font des trous comme ça, mais donc, ce que vous venez de dire est intéressant. Donc, je reviens... C'est qu'on a donc des gens qui, comme vous l'avez fort bien dit, se disent « c'était mieux avant ». Vous avez dit aussi quelque chose qui me semble évident, c'est que on nous a présenté aux élections en Europe, depuis un grand moment, des valets qui avaient pris l'habitude d'obéir. Et aujourd'hui, je crois que le temps de l'obéissance pour nos dirigeants est un peu passé. Je crois qu'ils voient ces gens qui obéissent, par définition, sont pas très bons quand on leur dit de devenir des chefs. D'autant plus que papa veut plus jouer son rôle de papa, donc il dit vous êtes largué tout seul, et les petits poussets cherchent désespérément des petits cailloux. C'est ça, c'est exactement ça. Je l'ai dit d'une autre manière, je pense que beaucoup au sein du Parlement européen ou des institutions européennes, surtout, se sentent un peu orphelins. Ils se sentent notamment orphelins parce qu'une des sources essentielles de financement de tout ce qui est parapolitique dans les pays européens, à savoir USAID, à savoir nombre de fondations, de think tanks, et de ces fameuses organisations non gouvernementales totalement contrôlées par le gouvernement américain, les sources de financement sont en train de se tarir. Et nous n'avons encore rien vu. Et les GAFAM. Et les GAFAM. Nous n'avons encore rien vu sur les conséquences de la fermeture de USAID et de la cessation de financement de nombre d'institutions américaines. Vous voulez dire qu'ils ne vont plus avoir accès, ils vont devoir vivre avec simplement leur traitement de fonctionnaires européens? Il y avait des sources de financement qui ont disparu. Et c'est vrai aussi pour énormément de soi-disant groupes non gouvernementaux, associations, voire médias divers dans l'Union européenne. Ça va être très amusant de voir les conséquences de l'arrêt des financements européens dans les semaines à venir. Je voulais revenir sur ce qui a été dit. Démondialisation, je ne sais pas, mais les États-Unis, très clairement, ne seront plus l'empire du monde. Je pense qu'il reste un empire continental, parce que la volonté de Donald Trump, avec ses propositions un peu surréalistes, que le Canada devienne le 51e État des États-Unis, de prendre le Groenland, de réasseoir le contrôle sur l'Amérique du Sud. Et le canal de Panama. Le canal de Panama, et puis virer les Chinois qui ont acquis un certain nombre de positions dans les ports, notamment au Pérou, c'est un empire continental. Mais c'est un empire continental qui peut-être laisse le reste du monde à son destin. L'Union européenne se trouve, je le répète, bien orpheline. Je voudrais souligner ce qu'a dit Xavier Hofer au sujet d'Oman et de Mascate. Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'être invité par le gouvernement indien à participer au forum de l'océan Indien, qui s'est tenu à Mascate cette année. Très faible participation française, ça a été l'occasion pour moi d'éprouver douloureusement le fait que, contrairement à ce qui était le cas il y a 20 ans, quand on se retrouve dans des manifestations internationales, niveau ministre des Affaires étrangères du Vietnam, de l'Inde, M. Jay Shankar, de nombre de pays de l'océan Indien, les Turcs, vous l'avez dit, Xavier Hofer, les Iraniens, les Vietnamiens ils sont évidemment plus écoutés que les Français. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas pris conscience. On pourrait l'exprimer en disant que c'est le naufrage de la diplomatie française. Mais on a viré tous les gars compétents. Nous ne sommes plus écoutés. Je souscris totalement à ce que vous avez dit. Mascate, je pense que beaucoup de nos auditeurs ne savent pas trop bien citer ça sur une carte, c'est devenu une des plaques tournantes du monde. Bien sûr. Il va falloir s'habituer à ce que la plaque tournante du monde, contrairement à ce que croient à peu près tous mes anciens collègues, c'est pas Strasbourg ou Bruxelles. C'est pas là que le monde se passe. Ça me paraît important d'en prendre conscience, et probablement, je ne sais si c'est Hong Kong, Singapour ou si c'est Oman, mais probablement que le centre de gravité du monde est en train de se déplacer. Ça veut dire que nous nous retrouvons à la périphérie. Au bord de l'océan Indien. Alors que je pense que dans la conscience, y compris des jeunes Européens,
ils sont toujours le centre du monde. Mais c'est fini, ça. Et je pense que le décalage mental et ses conséquences géopolitiques et évidemment économiques vont devenir extrêmement importantes. Parce que si je peux le dire d'une autre manière, je pense que mes collègues chinois, indiens, de Mascate, de l'océan Indien, des pays africains n'en ont plus grand-chose à faire de la situation de l'Europe. Et c'est probablement quelque chose qui change. Le moment où un expert européen a été accueilli, la parole et la vérité sortent de la bouche d'un Français, sortent de la bouche d'un élu européen, ça c'est totalement fini. Et je pense que là, il y a un changement du monde qui est absolument fondamental. Je vais achever par un dernier point. Ce qui me sidère dans l'état actuel des institutions européennes, c'est l'amnésie totale. Je vous en ai deux exemples. Quand l'opération spéciale russe s'est déclenchée, toute la diplomatie européenne et aussi les diplomates français, intangibilité des frontières. Personne ne peut toucher aux frontières. Ils n'avaient pas trop dit la même chose lors des opérations américaines contre l'Irak, contre la Libye, etc. Mais enfin aujourd'hui, et ce que vous avez précisé Xavier Hofer, ce que vous indiquez Charles Gave, la Turquie est en train de toucher aux frontières, évidemment qu'Israël est en train de toucher aux frontières, les frontières sont en train d'exploser. Et on voit bien avec ce qui se passe au Soudan, on voit bien avec peut-être ce qui va se passer demain au Tchad, que les frontières en Afrique aussi sont en train d'exploser. Il faudrait quand même que l'Union européenne sorte de son état de léthargie et son état d'amnésie pour se rendre compte que non, l'intangibilité des frontières n'est plus un principe aujourd'hui en vigueur et que ça va avoir des conséquences considérables, y compris au sein probablement de l'Union européenne. Le deuxième état d'amnésie, et c'est un sujet ô combien actuel, on parle d'armée européenne, on parle de réarmement. J'étais dans la sous-commission défense et sécurité au Parlement européen dans les années 2020-2021. Il faut savoir que dans cette sous-commission, les propositions émanant des Verts avec le soutien des socialistes, c'était d'interdire aux banques comme aux sociétés d'assurance européennes, le moindre financement destiné aux industries de l'armement. Dans un état d'amnésie totale, ce sont les mêmes aujourd'hui qui sautent sur leur chaise comme un cabri, merci au général de Gaulle, en disant « réarmons, réarmons, réarmons ». Il y a un principe qui s'impose dans toutes les armées du monde, c'est le retour d'expérience. J'aimerais bien quelquefois que les institutions européennes fassent des retours d'expérience. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Sur quoi on a été bon, sur quoi on a été mauvais. C'est un exercice totalement interdit. Mais je pense que dans les temps qui viennent, s'il y a une chose qui peut sauver l'Union européenne, c'est bien ces retours d'expérience. Et en considérant qu'il y a des sujets sur lesquels on s'est complètement planté, le programme énergétique allemand dicté par les Verts, Energiewende, qui est une catastrophe pour toute l'Europe, ce sujet de ne plus financer les industries d'armement qui continuent à rester un handicap, parce que quand on a pris des décisions, des orientations telles, ça continue à peser, à un moment où évidemment qu'il faut reconstruire l'industrie européenne de défense et essentiellement l'industrie de défense française, qui devrait être le pivot de la défense européenne. Sur tout ça, je trouve qu'il serait très urgent que les institutions européennes fassent un retour d'expérience, avouent qu'elles se sont complètement trompées, qu'elles n'ont rien vu, et en tirent peut-être quelques leçons pour l'avenir. Alors elles n'en sont pas capables, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. J'ai eu plusieurs de mes étudiants qui ont embrassé des fonctions parfois à un certain niveau d'importance dans les structures de l'Union européenne. Ce qu'ils me racontent, et c'est une bureaucratie totalement paralysée, c'est celle de l'Empire byzantin vers la fin, c'est-à-dire qu'elle ne peut que se recroqueviller dans un intégrisme toujours plus farouche et plus rigide. Et à la fin, souvenons-nous comment l'Empire byzantin a disparu, à savoir que l'armée de Mehmed II était en grande partie composée de Grecs orthodoxes et de Serbes orthodoxes qui ne supportaient plus l'intégrisme imbécile de Byzance vers la fin, avec des hérésies partout. Les malheureux Libanais qui avaient été traités d'hérétiques, les maronites, c'est ça, quoi. C'est une hérésie décrétée par l'Empire byzantin. Et ainsi de suite. Donc, à la fin, ça se termine jamais bien. Et là, je les crois au-delà du récupérable parce qu'ils écrasent hystériquement toute espèce d'entreprise visant à montrer les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Ou à permettre des initiatives. Oui, mais aussi à permettre des initiatives qui viendraient de la base. Moi, c'était un truc important, c'est que vous êtes en train d'essayer de monter ce système, si vous voulez, de localisme. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, c'est que
toute décision qui vient de la base est condamnée a priori. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des solutions qui pourraient être trouvées à des tas de problèmes si ils étaient traités localement. Par exemple, il n'y a pas de raison qu'il y ait une politique européenne pour tout. On pourrait imaginer de recréer une espèce d'axe militaire qui serait l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc., pour s'occuper des Turcs et des Russes. Là. Ce serait pas plus bête qu'autre chose, ils avaient l'habitude. Ça s'appelait l'Empire austro-hongrois. C'était pas plus mal qu'autre chose, ça marchait bien d'ailleurs. Et puis nous, on pourrait s'occuper de refaire les pentes un petit peu et d'avoir des marines grecques, italiennes, françaises et espagnoles qui s'occupent, je sais pas, de la marine turque, allez, et d'empêcher les émigrés d'arriver. Donc on pourrait faire des choses comme ça, qui seraient des alliances de nations. On n'a pas besoin de demander la permission à Madame van der Leyen de s'occuper des immigrants qui passent en bateau chez nous. La marine française pourrait s'en occuper. Donc ce qui m'étonne beaucoup dans tout ça, c'est ce refus de reprendre en compte les connaissances, les capacités, les besoins des différentes régions, c'est-à-dire que c'est le lit de Procus. Tout le monde doit avoir la même taille, tout le monde doit être pareil. Et c'est quoi ça? C'est complètement stérilisant. Alors là, il faut revenir à Karl Marx. Oui. Karl Marx a écrit des choses importantes sur la notion d'infrastructure et de superstructure. Bien sûr. À son époque, c'est un traité d'économie critique de l'économie politique, ça doit dater de 1859 ou 1860. Il disait que l'infrastructure détermine la superstructure. Ce qui arrive à l'Union européenne à l'heure actuelle, c'est que la superstructure idéologique de l'Union européenne écrase tout et tue même, elle piétine ses propres œufs. Oui. Elle est incapable de se servir de ce qu'elle a pondu elle-même. Et même donc dans ce que vous venez de dire, si la marine s'occupait un petit peu des pays méditerranéens, de surveiller de ce qui se passe du côté de la Méditerranée, ben, ça serait concrètement bien utile. Et là, un fait, criminologique indéniable. Quand il y a des règlements de compte entre des gangs à Marseille, les gens s'entretuent. Alors après ça, naturellement, comme ce sont des armes automatiques, elles éjectent, si ce sont des armes civiles, des douilles, si ce sont des armes de guerre, des étuis, et qui tombent par terre, en cuivre. Et jusqu'à présent, quand on allait à Marseille sur une scène de crime et que la police ramassait des étuis et des douilles par terre, elle ramassait surtout des étuis du calibre Pacte de Varsovie, c'est-à-dire 7,62, le calibre des Kalachnikov. Depuis 2024, souvent, à plusieurs reprises, ce qu'on trouve par terre, c'est du calibre 5,56 de l'OTAN. Ça signifie quoi? Ça signifie que la guerre d'Ukraine est venue nous rejoindre. Quelles sont les seules fois sur le sol européen qu'on tire des balles avec des calibres X ou Y? Naturellement, c'est la seule guerre qui se déroule, c'est-à-dire ce qui se déroule sur le front entre l'Ukraine et la Russie. Alors, je voulais aussi ajouter un fait qui est méconnu à l'heure actuelle pour la discussion qui concerne les armements, etc., c'est que sur le front de 1200 km... Ce qui est énorme. Oui, voilà. Certains jours, pas tous, mais certains jours, me disent des gens qui sont sur place à titre d'observateurs intéressés de la situation, pour le compte de leur gouvernement, j'espère avoir été assez précis, on tire jusqu'à 50 000 obus d'artillerie lourde. 50 000 obus d'artillerie lourde en une journée, un obus de 155 pèse 42 kilos, ça fait 3500 tonnes par jour. Voilà. Et pour arriver à tirer les 3500 tonnes d'obus par jour, il faut une industrie lourde, énorme, et qui met à peu près une décennie à être mise en place. Donc, de l'acier en particulier. Comment ? De l'acier en particulier. Oui, de l'acier, du cuivre, tout ce qu'on veut, etc. Du plomb, bien entendu, etc. Tout ça est très difficile et très long à mettre en place. Et on ne l'a plus en Europe. C'est-à-dire que ni aux États-Unis ? Ça, c'est leur affaire. Non, c'est leur affaire, mais je sais qu'aux États-Unis, ils produisent quasiment plus d'acier non plus, 5% de l'acier. Ouais. Donc, à terme, il va y avoir 3 empires qui vont se partager la planète. Le continent européen
ça sera on ne sait trop qui. Le continent américain nord et en partie sud, ça sera les États-Unis d'Amérique avec le 51e État canadien ou pas, ou réduction à l'état de servilité de la zone en question. Mais ils sont tellement politiquement corrects, les Canadiens, ils sont si très on leur gentils. demande, en les culpabilisant un peu, ils finiront par dire oui. Donc l'Eurasie, c'est-à-dire le milieu de l'Empire à la Russie, et puis toute l'Asie à la Chine. C'est comme ça que ça va se terminer. C'est là où j'en suis pas certain, je dois dire. Parce que moi, quand je regarde un peu ce qui se passe, ce qui est en train d'émerger, c'est que vous avez donc une espèce de triangle qui est en train d'émerger, dont je vous en parlais. C'est que vous avez, la Russie, qui contrôle les matières premières, vous avez la Chine qui contrôle l'épargne et les processus industriels, et vous avez l'Inde qui contrôle la population. Donc il me semble que ça va être un empire. Ça va pas être un empire, mais ce sera une espèce de zone où vous aurez, qui sera un triangle qui ira de Moscou à Pékin et à Delhi. Et ça sera pas sous le contrôle militaire de la Chine, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ils n'ont pas... En fait, les Chinois ont toujours été des très mauvais soldats. Ça ne les intéresse pas des masses. Dans leur société, c'est vers le bas de la pyramide sociale. C'est assez bas, ça les intéresse pas du tout. Donc, et puis, s'il y a une présence militaire trop forte des Chinois, les Indiens vont refuser de jouer le jeu. Les Chinois avaient essayé de mettre des bases autour de l'Inde comme ça avait beaucoup agacé les Indiens. Donc, si vous voulez, il me semble qu'on va vers une espèce de condominium de 3 pays. Alors pour y être quelquefois associé dans certains forums internationaux, il est très évident qu'une des parties les plus importantes qui jouent aujourd'hui dans le monde et dans laquelle l'Union européenne est totalement absente, et hélas la diplomatie française, c'est évidemment les multiples initiatives pour aboutir à une meilleure entente, à des accords entre la Chine et l'Inde. Ah, ça, c'est évident. J'ai eu l'occasion d'évoquer le rétablissement d'une relation directe par avion entre Delhi et Pékin. J'ai probablement eu l'occasion d'évoquer aussi le fait que les Chinois réautorisent les pèlerins hindous à se rendre au mont Kailash sur territoire chinois sans visa et sans contrôle, et on a de multiples initiatives entre les deux ministres des Affaires étrangères pour résoudre à peu près tous les contrats frontaliers. C'est un game changer pour le monde entier, pour le dire d'une phrase. Si les surcapacités chinoises industrielles se mettent au service des immenses besoins d'infrastructures de l'Inde, et aujourd'hui avec une sous-capacité industrielle de l'Inde à y répondre, c'est très clair que le basculement du monde, il est acté. Je pense que nos grands amis américains s'emploieront à essayer de trouver ils auront du mal, les bisbilles qui gâcheront les choses. Oui, je voudrais revenir sur ce que disait Xavier Hofer, qui me paraît très important. Il y a un principe au sein des institutions de l'Union européenne que j'ai beaucoup côtoyé pendant 5 ans. On n'est jamais responsable de rien et on a toujours eu raison sur tout. Oui. Ce qui veut dire qu'on ne revient jamais sur ce qu'on a fait. Ils en sont incapables. Je pense que c'est la condamnation. Vous avez des mots sévères, mais je partage ce que vous avez dit. Je pense qu'à terme, c'est la condamnation de l'Union européenne. Il y a un tableau qui a été publié et qui m'a été communiqué aimablement par des institutions asiatiques, qui a étonnamment fait très peu de bruit en Europe. C'est un baromètre qui est considéré avec sérieux dans le reste du monde, publié par Edelman Trust. Ah oui. C'est un organisme allemand qui publie chaque année un indicateur de confiance. Je vais vous livrer 2 éléments sur les résultats sur 2024. Indice de la confiance dans l'avenir des populations de différents pays dans le monde. Au plus haut de l'échelle, dans l'ordre, Arabie Saoudite, Chine, Inde, confiance supérieure à 70%. On vivra mieux dans les années qui viennent. France, 9%. Grande-Bretagne, Allemagne, entre 15 et 18%. Japon, 20%. Les États-Unis étant un peu plus haut, à 30%. Pour faire simple, dans tous les pays du Sud global et des BRICS, y compris en Afrique, on pense que l'avenir va être meilleur. Dans quasiment tout ce qu'on a appelé les démocraties libérales, les générations ne croient plus que l'avenir va être meilleur. Exactement le même indicateur de confiance dans les dirigeants. Il est inférieur à 30% dans pratiquement tous les pays occidentaux et dans toutes ces démocraties libérales qui devaient ouvrir la voie du salut pour le reste du monde. Il est à 80% dans les pays que j'ai cités, en Inde, en Chine, en Indonésie, un pays qu'on oublie souvent. Énorme. Et qui va prendre sa place dans les 5 premières puissances du monde, je pense, dans les années 2030. Il est aussi très élevé, c'est une surprise, dans nombre de pays africains. Si on considère que la confiance des populations dans l'avenir est un fait politique majeur, il est très clair, et je pèse mes mots, que l'expérience des démocraties libérales est en train d'échouer.
Le reste du monde en prend conscience. Les populations européennes en prennent conscience avec cette absence. Exactement. On ne croit plus dans un avenir meilleur construit par l'Union européenne. Si ce baromètre se vérifie dans le temps, c'est tout simplement de la fin de l'Union européenne telle qu'on l'a vécue. Ben oui, c'est tout à fait. Je voulais ajouter quelque chose, deux choses. La première, en tant que membre à part entière du fan club de l'Inde, peut-être que tous les auditeurs, gens qui vont suivre cette émission, n'ont pas idée de ce que c'est que le mont Kailash. Le mont Kailash, c'est le mont Olympe pour la divinité des Indiens. C'est-à-dire tous les dieux auxquels les hindous croient ont leur siège, leur lieu, leur implantation divine sur le mont Kailash. Et donc l'accès au mont Kailash pour 800 millions d'hindouistes en Inde, ça a une importance immense. Voilà, donc ça c'est le premier point. Vishnu et Shiva habitent sur le mont Kailash. Voilà. Et le deuxième point, c'est l'Afrique. La dernière fois où j'ai été en Afrique, c'était à Dakar pour une conférence sur toute la criminalité informatique, etc. Et j'ai trouvé cette ville pleine de jeunes gens et de jeunes filles enthousiastes pour l'informatique et surtout l'informatique mobile, les ordinateurs portables. Ils souffraient énormément de la vie de bureau 9 to 5, là, dans le même endroit, dans le même lieu. Là, ils peuvent bouger, ils peuvent aller voir leurs amis, ils peuvent faire n'importe quoi. Et j'ai trouvé que littéralement, une partie de la côte, là, est en train de se transformer en Silicon Valley africaine. Oui. C'est très impressionnant. Et surtout, ils sont heureux, quoi. Ça leur plaît. Ils vous parlent de ça, ils ont les yeux qui brillent, ça les intéresse, ça leur plaît. Et je comprends qu'ils soient comme ça, ouverts sur l'avenir. Ce que je veux dire, j'étais à une conférence à Londres il y a quelque temps qui s'appelait ARC, vous savez, Association for Responsible Citizenship, qui a été organisée par un de mes amis, etc., qui s'appelle Paul Marshall. Et ce qui avait très intéressant, c'est qu'il y avait une série de types très compétents qui parlaient, Ferguson, etc. Et ils disaient tous, si on continue à dire à nos enfants que on va tous mourir, que dans le froid, de faim, de chaud, de misère, etc., un, ils vont pas faire d'enfants, et deux, ils vont être malheureux toute leur vie. Donc, qu'est-ce qui nous est arrivé ? C'est une question que je me pose souvent. Quand j'ai quitté la France en 80 avec Mitterrand, parce que je voulais pas élever des enfants dans un pays qui avait des mises communistes, je n'avais rien contre le socialisme, j'ai quitté un pays gay. Et je reviens, maintenant ça fait 7, 8 ou 10 ans que je reviens en France, et c'est un pays qui est triste à mourir. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi la France, qui était un pays naturellement gay, tout le monde venait en France pour rigoler, parce que, je sais pas, la vie était belle, les femmes étaient belles, les gens étaient accueillants, enfin je sais pas. On bouffait bien, on buvait des bons coups. On buvait des bons coups, et on rigolait sec. Ouais. Donc qu'est-ce qui est arrivé à l'Europe pour qu'elle devienne... Mais par contre, j'étais à Prague, et là, ils pètent la forme, et ils n'ont pas du tout inquiet pour le futur. Donc, j'ai l'impression, je vais dire peut-être quelque chose que je ne peux pas prouver, mais j'ai l'impression qu'un pays qui abandonne sa souveraineté devient triste. Il sent qu'il a perdu quelque chose qui est irrattrapable. Parce que ce que m'ont dit tous les gens de l'Est, là-bas, il m'a dit, nous, on a donné notre souveraineté une fois, enfin, on nous l'a prise, et on ne va pas la donner gratuitement. Donc, il y a chez eux une volonté de rester souverain, c'est-à-dire maître de ce soit en Hongrie. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe, c'est qu'il semble que partout où l'étatisme avance, la tristesse, l'ennui suit. Je sais pas, et je crois qu'un pays triste... La bureaucratie. C'est la bureaucratie. Voilà, vous l'avez dit, je crois que c'est la bureaucratie. Ceux qui travaillent dedans s'ennuient, et ceux qui ont affaire à la bureaucratie ne peuvent rien faire. Alors c'est un peu... Est-ce qu'on n'est pas en train de crever de notre bureaucratie ? D'autant plus que dans les domaines dont je m'occupe, elle est pratiquement inefficace. Ah oui, c'est souvent le cas. On a vu, je vais prendre un exemple tout récent, entre hier et avant-hier, tout le gouvernement français est tombé de l'armoire parce qu'il y avait des jeunes gens dont ils semblent eux-mêmes, je parle du gouvernement français, ne pas trop savoir de qui il s'agit, qui avaient jeté des cocktails Molotov, incendié des bagnoles, et autour d'une dizaine de grandes prisons françaises. Alors, ils n'ont rien vu venir. La preuve qu'ils n'ont rien vu venir et qu'ils n'ont pas bien encore compris le film, c'est que depuis 48 heures, vous avez les deux ministres régaliens, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, qui disent les uns que c'est des bandits et les autres que c'est des terroristes.
Enfin, vous vous rendez compte, on est capable de monter des sortes d'attentats comme ça sur les territoires français. Et en même temps, c'est-à-dire que c'était coordonné. S'il y a eu plusieurs attaques, c'est qu'il y avait bien quelqu'un qui avait... bien entendu. Ça signifie que, en termes simples, pendant plusieurs semaines au minimum, des individus, au minimum 50, se sont concertés, ont prévu, ont échangé, se sont déplacés sur le territoire, ont fini par utiliser des armes de guerre pour tirer sur des portes de prison. Enfin, en bon français, ça s'appelle un attentat, quoi. Hein, voilà. Ça s'appelle une conjuration. Oui, oui, mais enfin, en tout cas, le code pénal réprime ça tant qu'on accepte de s'en inspirer de manière assez sévère. Et il ne s'est rien passé. Et à l'heure actuelle, tout le monde tombe de l'armoire en disant « Bon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Mais ces gens-là sont quand même incroyables. Et personne n'en a... C'est la deuxième fois. Il y a il y a 2 ans de ça, il y a eu un bandit qu'on croyait mineur qui a été mis en prison. Et puis l'année dernière, on l'a fait s'évader, à Mohamed Amra, etc. Et on a découvert à cette occasion-là une espèce de gang proliférant, tribal, africain, qui était entre la Normandie et puis Marseille, et qui vendait des tonnes de drogue, était capable de faire évader des gens de prison, qui était capable de tuer des 2 surveillants de prison et d'en blesser 3. Et on a découvert ça a posteriori. À quoi ils servent ? Au 19e siècle, un noble publiciste de l'époque a inventé en 3 mots quelle était la seule fonction de l'État. Gouverner, c'est prévoir. Oui. À partir du moment où les gens découvrent et sont toujours surpris, pardonnez la vulgarité de l'expression, avec le pantalon sur les chevilles chaque fois qu'il se passe quelque chose, à quoi servent-ils ? Alors non seulement ils sont tristes, mais ils sont incapables en plus. Et je crois que les gens sont peut-être incapables, sont peut-être tristes parce qu'ils sont incapables, mais je crois que quelque part, quand vous parlez à tous ces gens, dans le domaine économique en particulier qui est le mien, ils refusent de voir la vérité. C'est-à-dire que c'est pas que la vérité soit inaccessible, elle est facilement accessible, mais vous savez, je crois que la Sublime Porte, la diplomatie d'autrefois, le sultan, là, quand on lui amenait une mauvaise nouvelle, il faisait empaler le porteur de mauvaises nouvelles. Et je me demande si les gens qui sont maintenant au pouvoir ne font pas empaler les porteurs de mauvaises nouvelles. C'est une formule... Oui, c'est très probablement ce qui se passe. En tout cas, si on considère que le politique devrait être l'art du réel, oui. On ne peut considérer que pour nos politiques, l'art essentiel, c'est d'avancer les yeux grands fermés et surtout de ne jamais se confronter au réel. Il y a un exemple qui a été cité tout à l'heure et qui me frappe beaucoup. C'est dans l'illusion, parce que nous avons des milliards d'euros à y consacrer, l'Union européenne ayant décidé un programme mammouth dans ce domaine, nous allons avoir les industries d'armement qui nous font défaut. N'importe qui sait bien que pour construire un avion de combat à partir d'à peu près rien, ce sont des années et des années. Pour un nouveau programme de tank, c'est la même chose. Ce sont des années et des années. Et je pense qu'une des grandes illusions de nos sociétés libérales, c'est l'argent peut suffire. Non, l'argent n'y suffit pas. Il ne suffit pas de mettre des milliards pour avoir demain une industrie de défense qui va produire des avions et des tanks. Il ne suffit pas de mettre de l'argent pour avoir demain une industrie qui produit des obus, même des munitions de petit calibre. Il faut des années pour construire les usines qui vont les produire. Et c'est une des grandes illusions de l'Union européenne. On met de l'argent, donc on a résolu le problème. Vous mettez de l'argent, vous n'avez absolument rien résolu. Surtout quand c'est multinational. Surtout quand c'est multinational. Où ça quand c'est à l'échelle d'une nation, on fait des bons vieux arsenaux et puis on arrive à faire quelque chose quand même au bout d'un moment. Mais quand c'est multinational, j'ai encore le souvenir des luttes titanesques à l'intérieur d'Airbus et surtout sur le versant militaire. J'entendais des gens me pleurer dans le gilet. C'était titanesque. Pour les armements terrestres, oui. L'alliance entre les entreprises françaises et allemandes, on se croit revenu à d'autres époques de guerre larvée. Elles n'ont pas d'habitude. Elles n'ont pas l'habitude. Essayons de revenir maintenant à l'essentiel. Donc, le monde est en train de changer. Il y a ce continent asiatique qui est en train de s'organiser. Et dans tous les domaines, dans le domaine monétaire, j'en ai souvent parlé aussi, mais aussi, on voit ce qui se passe. Je vous donne un exemple entre l'Inde et la Suisse qui m'amuse. C'est que dans les marchés financiers, il se passe des choses que les gens ne comprennent pas. Vous prenez les obligations indiennes, puis il y a les obligations chinoises.
et puis vous regardez quelle est la performance relative des obligations indiennes et des obligations chinoises, et tant qu'ils ne se parlaient pas, c'était complètement chaotique. Si vous voyez, il y en avait un qui montait, l'autre qui baissait, l'un qui montait. Et depuis 4-5 ans, très curieusement, c'est la même. C'est-à-dire que ça veut dire que le coût du capital entre l'Inde et la Chine est en train de devenir le même. Mais ça ne se passe pas par hasard. Mais non. Non. Il y a bien des gens qui achètent les unes, qui vendent les autres. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Et vous voyez ça sur toute l'Asie. Vous voyez les taux de change de tous les pays asiatiques contre le renminbi. Il y a 25 ans, ils avaient une volatilité folle, puis cette volatilité est diminuée de moitié une première fois, puis de moitié une deuxième fois, et maintenant on est une moitié une troisième fois. Donc vous avez maintenant toutes les grandes monnaies asiatiques qui sont dans un écart de 5% à tout casser, et on a une espèce de serpent informel, comme on l'avait autrefois quand la Bundesbank existait. Donc je me dis, il y a tous les signes que c'est en train de s'organiser, et vous vous dites, mais les États-Unis, ils font n'importe quoi comme d'habitude, mais comme disait Churchill, ils prendront la bonne décision à la fin. Vous savez, quand ils auront plus d'autres solutions, ils prendront la bonne décision. Ils essayent généralement toutes les solutions. Les mauvaises. Ils finissent par arriver à la bonne. Donc ils arrivent parfois à la bonne décision, non sans avoir auparavant essayé toutes les autres. Les États-Unis sont en train de faire ça très bien avec M. Trump. Mais moi, ce qui me surprend, c'est cette absence totale de compréhension et même de système éprouvé de prise de décision. Et en France, mais aussi même en Europe. Donc, on va peut-être conclure là-dessous, mais à quoi ça nous amène, cette absence totale dans un monde qui change complètement ? Vous voyez ce que je veux dire ? On se retrouve avec une partie importante de l'endroit où il y a de la richesse. Moi, la conclusion à laquelle j'arrive, si vous voulez, c'est que... il va falloir que chacun des pays reprenne son destin en main. Ces transferts de souveraineté, ça a été une illusion, non ? Ou je me trompe ? En seront-ils capables ? Les marchés le forceront. Regardez par exemple, la France refuse d'agir sur sa dette. Bon, la dette française, on va devoir lever 300 cette année, 300 milliards, 350, 400, 500, et à un moment, ça ne va plus passer. Donc à ce moment-là, l'État français est en faillite. Mais l'État français est beaucoup trop gros pour le FMI. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine. La plus importante nouvelle, ça a été Moody's. Moody's qui a refusé de donner une note à la France. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, ça me rappelle quand Maxime est devenu un mauvais restaurant et que le Michelin lui a dit, écoutez, on ne vous note plus, vous n'avez plus vos 3 étoiles, mais on ne vous note plus. Mais si Moody's refuse de nous donner une note, c'est que notre note, ce serait une énorme merde. Oui. Et dès le moment où la note était une énorme merde, la quasi-totalité des... C'est l'abstention. C'est l'abstention. On se dit non, je n'ai pas regardé, je n'ai pas eu le temps, j'avais autre chose à foutre. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la note de la France baisse, mettons à A ou en dessous, il y a toute une série d'institutions dans le monde qui ne peuvent plus acheter la dette française et qui en ont aujourd'hui, qui devront la vendre. Donc il va y avoir une crise financière considérable qui va se passer au cœur de l'Europe. Parce que l'Italie, l'Espagne, la Grèce se sont remis en état de fonctionner, ils marchent bien. Mais la France, c'est vraiment le malade de l'Europe. Chez nous, on a atteint un niveau d'incapacité et d'incapacité à regarder la réalité en face qui dépasse l'entendement. Donc, si je veux dire, si l'Europe éclate, ce sera par la France, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Le mur se rapproche. Le mur se rapproche et nous nous en rapprochons les yeux grands fermés. J'ai une expérience récente qui m'a beaucoup... Le mur, il est là ? J'ai une expérience récente qui m'a beaucoup frappé. C'est tout simplement les degrés d'enrichissement comparés de différents pays, tout simplement évalués par les prix de l'immobilier. Il faut savoir qu'à Sanya, la capitale de l'île de Hainan au sud de la Chine, qui devient une sorte de paradis fiscal, une zone franche économique, où on peut faire du commerce, etc., sans payer de taxes. Le prix de l'immobilier en bord de mer, c'est du 10-15 000 euros le mètre carré. J'ai eu l'occasion d'être confronté tout récemment au prix des maisons à Kinshasa. Les belles maisons à Kinshasa, il vaut mieux qu'elles soient bien protégées. Oui. Mais les belles maisons à Kinshasa, c'est en millions de dollars. C'est évidemment la même chose au centre de Delhi. Et je viens de découvrir, parce que j'y serai la semaine prochaine, qu'à Dakar, une belle maison, un bel appartement sur la corniche sur la mer, c'est aussi plusieurs millions. Donc nous avons vécu dans un monde où nous étions les plus riches. Nous avons vécu dans un monde qui était extraordinairement confortable. Il est fini. L'appauvrissement relatif des Européens par rapport au reste du monde, et notamment par rapport à l'Asie, j'en suis témoin à peu près tous les trimestres, en me rendant en Asie à peu près tous les trimestres. Cet écart de richesse, il est en train de devenir considérable. Vous avez une middle class
évidemment en Chine, probablement aujourd'hui de près d'1,5 milliard de personnes. Vous avez aussi maintenant une middle class en Inde. Vous avez un début de middle class dans certains pays africains qui est en train de bénéficier d'un niveau de vie, d'un confort de vie équivalent à celui de l'Europe, avec une grande différence, et j'y reviens, c'est la confiance dans l'avenir qui est peut-être en train de signer la fin de tous nos discours emphatiques sur nos valeurs européennes qui devaient faire de nous le modèle du monde. Plus personne ne nous prend pour un modèle dans le monde. C'est en train de s'achever, ça. Et nous devrions en prendre conscience très vite parce que sinon on en arrive à l'effondrement. La théorie de l'effondrement, elle a été vendue par des écologistes, mais c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas les problèmes environnementaux qui vont provoquer l'effondrement. L'effondrement, il va être provoqué parce que nous n'acceptons pas le réel, que ce soit sur les sujets de la dette, que ce soit sur les sujets des retraites, que ce soit sur le sujet de l'effondrement de notre système de santé, de notre système éducatif. L'écart est en train de devenir monumental avec les universités chinoises ou indiennes. L'effondrement, il est déjà là. Et j'ai bien peur que nous n'ayons pas beaucoup de temps avant d'en sentir les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux gamins qui ont 30 ans aujourd'hui, 25 ans ? On leur dit, pour confirmer et prolonger ce que disait Hervé, de faire attention à ce que disait le général de Gaulle. La première fois, le général de Gaulle avait une admiration. On en revient au début de notre conversation, sortir un État viable d'un empire décati. Il avait une grande admiration, le général de Gaulle, pour Kemal Atatürk. Un des premiers gestes qu'il a fait quand il est devenu président de la République à nouveau, ça a été de demander à visiter Ankara pour s'incliner sur la tombe de Kemal Atatürk. Et là, il a parlé aux dirigeants turcs de l'époque, le successeur d'Atatürk, İsmet İnönü, et il leur a dit « Vous êtes un grand peuple, vous avez fait un travail considérable sur vous-même pour vous régénérer. Vous allez avoir une classe moyenne. Que veut une classe moyenne ? Elle veut des voitures. Et donc, si vous voulez, on va faire des voitures ensemble. » Et il a implanté quelque chose qui existe toujours, qui s'appelle Oyak Renault, qui est une des plus grosses filiales de Renault en Turquie, qui fabrique des voitures. Les classes moyennes veulent des voitures. Regardez à l'heure actuelle dans le monde qui fait de belles voitures et qui est en train de se planter lamentablement de manière catastrophique, même, enfin c'est la radio qui le dit, hein, j'invente rien, sur les voitures, eh bien les voitures asiatiques et les voitures européennes. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce que vous dites est très intéressant, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que, dans le fond... Retour aux fondamentaux. Surtout, les gens, quand ils aiment bouger. Dès qu'ils leur niveau de vie, ils aiment se balader. Et l'outil de prédilection pour se balader, c'était la bagnole, finalement. On allait voir comment vivait le voisin, le village d'à côté, ou un peu plus loin, c'était très sympa. Et donc, cette espèce de... C'est un amour pour l'information... La mobilité. En bougeant. Et j'ai remarqué que la gauche et les écolos, depuis bientôt 30 ans, ils n'ont qu'une idée, c'est nous forcer à rester au même endroit. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils haïssent le mouvement. Et ils veulent qu'on redevienne attachés à la glèbe. Ils veulent qu'on ait honte de prendre l'avion. Qu'on ait honte de prendre l'avion. Qu'on ait honte d'aller voir ce que... On est en train de piéger les Parisiens. Sortir en voiture ou rentrer en voiture dans les quartiers centraux de Paris est devenu carrément impossible. Comment impossible ? Donc ça veut dire que ce pessimisme vient du fait que, dans le fond, on a mis chez nous les gens en tôle. Ils peuvent plus bouger, ils n'ont plus les moyens, ils sont plus là, leurs voitures sont plus acceptées. Le droit de penser la même chose et pas d'autre chose. Le droit de penser, donc le droit d'être un électron libre, quoi. On n'est pas tous pareils. Donc, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est complètement l'antithèse de toute notre civilisation, qui était la primauté de l'individu sur le collectif. Et donc, c'est une espèce de poussée, mais diabolique, parce que l'Europe a été à l'origine de la libération de l'individu. Oui, bien sûr. Elle s'est baladée partout dans le monde. C'est nous. Oui. Et on s'intéressait aux autres, on faisait des études sur eux. Et donc, je trouve ça stupéfiant de voir que l'Europe crève, dans le fond, de renier complètement ses valeurs. Eh bien, regardez, une fois de plus, l'Empire byzantin, au début et à la fin, c'était 50 km² autour de Byzance, quoi. Alors, une conclusion. Je vais vous dire, en tant que consultant, voilà, j'ai quand même encore la capacité d'avoir une influence sur des gens. Je les installe dans le Golfe à l'heure actuelle. Voilà, c'est là où est le monde de demain. C'est là que ça se passe. Échapper à Madame von der Leyen et respirer à nouveau. Je dirais la même chose d'une autre manière, si j'avais à parler à des jeunes, comme vous le suggériez, Charles Gave.
je leur dirais que la principale force des pays européens, ô combien de la France, ô combien des Bretons, des Basques et des Corses, c'est d'avoir été partout dans le monde, d'être partis à la découverte du monde. Il n'y a pas un coin du monde où les Basques, les Corses et les Bretons n'aient pas laissé des traces, des calvaires, des crucifix ou des tombes. Ben, je pense qu'il faut partir à la redécouverte du monde. C'est parce que nous aurons une génération qui partira à la redécouverte du monde, qui prendra le meilleur, là il l'aura trouvé, qu'on arrivera enfin à redonner à la France une dynamique qui aujourd'hui est en train de lui faire totalement défaut. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, messieurs. C'est pas très gai ce qu'on a dit, mais moi ce que je dis aux gens, c'est on a un problème absolument monstrueux en France, qui est en train d'être détruite par son État et par ses classes dirigeantes. Mais je remarque que dans le monde, vous avez des très grandes sociétés françaises du style de Schneider, Air Liquide, etc. On n'a plus d'industrie, mais quand vous regardez le poids de l'industrie française dans l'indice Morgan Stanley Capital International des affaires industrielles en Europe, les affaires françaises représentent 28%, les affaires allemandes 22%. Donc on n'a plus d'industrie, mais on a des affaires industrielles considérables. Donc, la France a su garder quand même cette espèce d'immense tissu de sociétés industrielles qui sont partout et qui n'en ont rien à foutre de Trump, parce qu'elles ont déjà des usines, donc s'il devient protectionniste, ils n'en ont rien à foutre. Donc, il me semble qu'il y a des gens dans le génie français qui ont compris ce qui arrivait à la France et qui ont agi pour que vous puissiez partir et que vous trouviez dans le fond des postes d'écoute partout. Donc ce que j'essaye de dire, c'est, comme vous l'avez fort bien dit, il faut redevenir, je vais utiliser un mot qui n'est pas à la mode, conquérant. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez le contrôle de votre propre vie et que vous cessiez de penser que l'État est la solution. Le jour où vous comprendrez que l'État est le problème, vous aurez résolu tous vos problèmes, et à ce moment-là, vous pourrez sortir et devenir ce que vous devez être. Moi, ça me tue de voir tous ces jeunes qui viennent me voir, et dont certains me parlent de la retraite. Je me dis, ils ont 25 ans, alors je ne vais pas la madrer. Donc, merci d'être venus. Donc, ce qu'on essaie de dire, c'est que tout va bien dans le monde, sauf là où les élites sont complètement incompétentes. Je crois que c'est ce qu'on peut dire, non ? Ce sera le mot de la fin ? Ce sera le mot de la fin. Rien à ajouter. Merci beaucoup, et merci de nous avoir suivis. Et puis, comme vous savez, on fait ça de temps en temps. On n'avait rien d'intéressant à dire aujourd'hui, donc on a parlé mais il ne se passe rien dans le monde. Donc, réinventons la conversation française, cet art merveilleux du XVIIIe siècle et des salons parisiens. Et des salons parisiens. Et où les femmes avaient un rôle important.